Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger, j'espère que vous vous portez très bien. Alors, nous allons donc engager un débat, un sujet assez intéressant. Euh, je reçois beaucoup de coups de fil, je discute avec beaucoup de frères et amis, et, et surtout quelques personnes qui sont donc au pouvoir, qui pensent que je peux mieux aider mon pays en étant RHTP. Mais je pense qu'ils se trompent. Alors, le débat du jour aujourd'hui est le thème est pourquoi malgré tout, je crois encore en Cheikh Tidiane Amtia. En fait, on ne devait même pas poser la question. Vous comprenez? La question ne devait même pas être posée. Mais étant donné qu'elle est posée, nous sommes obligés donc d'engager le débat et de donner un peu notre point de vue. Oui. Mais la réponse est tellement évidente, cher ami. C'est clair. Donc, disons, ce soir, je vais donc faire je vais pas faire, donc si vous voulez, me baser dans une langue de bois. Malgré tout, je crois encore en tout ce qui se passe en Cheikh Tidiane, malgré les attaques, malgré les pièges, malgré les coups venus donc de partout, du pouvoir, de l'opposition, et même de son propre camp, le PDCI-EDA. Oui, nous le savons. Vous savez, dans cette situation, quand tout le monde s'acharne sur une seule personne, sur une personne, ce n'est jamais un hasard. C'est qu'il dérange un système. Eh bien, c'est ce que nous voyons. Nous avons l'impression, nous sentons que Cheikh Tidiane Thiam dérange un système, que ce soit au PDCI-EDA, que ce soit au sein donc, du parti au pouvoir, que ce soit même dans l'opposition. Il dérange. Dès lors, dans ces cas de figure, quand quelqu'un dérange, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'abattre. Alors tout le monde se lie contre lui. C'est un homme aujourd'hui qui est devenu l'enjeu. Tout passe, tout tourne autour de lui. Tous les débats sont centrés, soit proches de lui, ou bien même on fait des insinuations. Aujourd'hui, cher ami, regardons donc froidement donc la situation. Pourquoi autant de pression sur un seul homme? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que Tidiane Thiam n'est plus seulement un candidat. Il est devenu donc un point de rupture. Ce que certains voient en lui, ce n'est pas donc un individu, cher ami, dans la situation aussi. C'est la fin d'un cirque. Oui, c'est ça, c'est la fin. On a tourné jusqu'à et nous sommes arrivés pratiquement vers la fin de ce cycle. On ne combat pas, si vous voulez, un homme avec tant d'énergie. S'il n'est pas, si certainement, il n'est pas donc une menace. Quand le système tremble, il attaque, voilà, avant donc de tomber, cher ami. Même au sein donc, du PDCI-EDA, les tensions ne sont pas donc anodines. C'est en ce sens que j'ai apprécié, j'ai bien aimé l'interview qu'a accordé l'honorable Yapo, je pense c'est ça, de Kwame, je pense très bien, qui disait que Thiam a bouleversé tout au niveau donc, du PDCI-EDA. Des gens qui ont préparé leur coup, ils ont préparé la succession, ils attendaient leur moment. Et au décès donc, du président Henri Conan Bédier, ils ont vu que c'était peut-être le moment est arrivé, le moment est propice, cher ami, pour passer en action. Mais ils ont été surpris de voir Cheikh Tidiane Thiam. Thiam est arrivé, et comme on le dit en Côte d'Ivoire, il est sorti dans le dos. Vous comprenez? Il est sorti dans le dos. Donc, depuis lors, ce n'est pas réellement une guerre frontale qu'on exerce contre lui, c'est pratiquement une haine. Une haine contre Tidiane Thiam. Ce n'est pas seulement des querelles que nous sommes en train de voir. Hein. Oui, ce n'est pas seulement des querelles internes. Cela va au-delà.
Ce sont donc des luttes de positionnement face à une recomposition du pouvoir. Oui, c'est une recomposition et c'est une lutte. Certains euh, ne combattent pas Tidiam Thiam parce qu'il est faible, mais parce qu'ils savent qu'il peut gagner, parce qu'ils savent qu'il ne faut pas du tout l'affronter directement, parce qu'ils savent qu'il est très armé, vous comprenez. Et nous sommes sûrs qu'il y a le statu quo actuellement, la fatigue les Ivoiriens. Les Ivoiriens veulent un changement. Oui, ils attendent un changement. Le changement viendra de qui? Pour le moment, nous avons l'impression que ce changement est représenté par Cheikh Tidiane Thiam. Alors, soyons honnêtes, chers amis, dans la situation ici. Hein. La Côte d'Ivoire fonctionne depuis donc, des années sur donc, les mêmes logiques, les mêmes réseaux, hein, les mêmes cercles, vous voyez, et les mêmes pratiques. C'est la même chose. Ils font pratiquement tous la même chose. Donc, dès l'instant que quelqu'un arrive, qu'il est en train de proposer quelque chose de nouveau, ou qui semble faire quelque chose qu'il n'aime pas, automatiquement, il devient l'ennemi. Vous avez vu un peu dans le cas de Didier Drogba au niveau donc, de la FIF, ce qui s'est passé? Oui, c'est bien un peu cela. Les gens sont dans un système qu'ils n'aiment pas, mais ils se sont engraissés dans ce système. Même s'ils savent que ce système est pourri, mais ce système est bien pour eux. Vous comprenez? Dès lors, il ne faut pas changer ce système. Parce que si je changeais ce système, je ne m'en sors plus. Aujourd'hui, donc, le pays donne donc des signes d'essoufflement. Ça, tout le monde le sait. Le problème n'est pas seulement politique. Il est donc structurel. M. Alassane Draman Ouattara a incarné une phase importante, mais une réalité s'impose, c'est clair. Un pays, cher ami, ne se gère pas donc à distance. Bon, comme ils le disent. Oui. Mais on ne dirige pas donc une nation entre aussi deux avions. Oui, quand on dit, oh oui, le pays ne se gère pas donc à distance, mais on ne dirige pas aussi un pays entre deux avions. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la diplomatie des deux avions, entre deux avions. Un pays n'est pas donc une escale diplomatique. Le pouvoir exige donc présence, vision et incarnation. Entre deux avions, il est parfois très difficile de gérer un pays. Aujourd'hui, donc, la question n'est plus émotionnelle. Elle est donc stratégique. Qui est capable, cher ami, donc, de porter la prochaine étape? Alors, dans ces conditions, dans mon billet de la dernière fois, j'avais donc parlé donc, des pliés du pouvoir. Alors, revenons donc sûrement un tout petit peu pour mieux comprendre notre articulation sur le pilier du pouvoir que la dernière fois, j'avais bien présenté dans mon émission. Le pouvoir ici repose donc sur trois piliers, surtout en Côte d'Ivoire. Il y a d'abord la force, vous comprenez? Le contrôle sécuritaire, la capacité à tenir donc le terrain, c'est clair. Et ensuite, cher ami, on peut le dire, sans force, le pouvoir vacille. Et ensuite, il y a l'argent, qu'on utilise l'argent, les ressources, les réseaux, vous comprenez, l'économie. On peut parler donc des circuits même d'influence autour. L'argent ne donne toujours pas le pouvoir, mais il le stabilise. Ça, il faudrait que les gens sachent. Ensuite, pour conclure les trois piliers donc, du pouvoir, on a parlé donc du récit. C'est donc les médias, la communication, la perception donc, collective. Donc, il faut utiliser donc, les médias. Comme vous voyez ici avec toutes ces chaînes, ces médias qui sont proches du parti au pouvoir, vous voyez NCI, News Info, Live TV, toutes ces chaînes qu'on utilise pour donner une autre perspective des choses, vous comprenez. Voilà. Alors, j'ai oublié un peu l'expression, mais je savais me revenir. Celui aujourd'hui, donc, qui contrôle le récit, contrôle la réalité perçue. Car, comme on le dit le plus souvent, cher ami, un mensonge répété plusieurs fois peut devenir une vérité, et le plus souvent même devient une vérité.
Quand vous voyez pratiquement toutes ces chaînes venir chanter donc les louanges de quelqu'un en Alexandrin, tous les jours, même si ce sont des mensonges, à force d'en parler tout le temps, ça devient une vérité. Et aujourd'hui, cher ami, le système fonctionne encore. Et ça, nous tous, nous voyons. Mais il s'essouffle. Pour ne pas dire que le système est déjà même pratiquement essoufflé. Et ça, nous voyons ça tous les jours. Il y a donc le refus d'une sélection déjà donc écrite. Les gens ne veulent plus entendre parler de tout ce qui est en train de se passer. Je vois où on me dit, ah oui, il y a les photocopies, là, il n'a qu'à faire pratiquement son petit show. Vous comprenez? Mais ce statu quo, là, les Ivoiriens ne veulent pas. Les Ivoiriens ne veulent plus ce statu quo. Oui, ça fait longtemps, je pense, Eugénie, oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Eugénie. J'espère que tu te portes très bien. Les Ivoiriens sont unanimes. Pour le moment, ils ne disent, c'est pas parce qu'ils disent que photocopier ceci, c'est non. Ils veulent un changement. Même s'ils ne veulent pas le changement, ils veulent avoir la possibilité de décider d'eux-mêmes, pas influencer, pas interdire, pas écarter les candidats. Ils veulent qu'il y ait un système qui fonctionne. Une démocratie fonctionne. Il y a des élections, il y a des candidatures. Les gens se présentent et le peuple va voter. Si le peuple décide de continuer avec photocopie, mais ils vont le faire. Mais se cacher comme on l'a fait là, où on est venu exclure Thiam pour être candidat pour gagner là, les Ivoiriens ne veulent plus voir ça. Vous comprenez? Ils ne l'ont pas encore exprimé vivement, mais croyez-moi, ne provoquez pas une eau qui dort. Vous comprenez? Parce que si les Ivoiriens sont dans leur sommeil, ça risque d'être très grave. Donc arrêtons, cher ami, hein, de faire pratiquement les mêmes choses. Les Ivoiriens sont fatigués et ils ne veulent plus voir ça. Ils veulent faire entendre leur voix. Yeah, ils veulent voter pour M. Ouattara. Et si M. Ouattara ne fait pas le travail, ils ont le droit de dire, voilà, je ne veux plus M. Ouattara, je vais aller voter pour Eugénie. Mais qu'on n'utilise pas l'armée pour venir intimider les gens pour que Ouattara reste au pouvoir. Ah non, les Ivoiriens ne veulent plus ça. Ils veulent que la démocratie fonctionne, comme au niveau donc, du Ghana, où pratiquement chaque 8 ans, il y a toujours un changement. Les gens vont voter et ils se disent, bon, tiens, toi, tu as fait un boulot, l'autre a fait un boulot, mais on pense que, bon, le boulot que tu as fait, il faut un changement. Parce que réellement, cher ami, après au moins 2 mandats, ça redevient un éternel recommencement, surtout dans le cas de la Côte d'Ivoire, où on nous en balance maintenant vers un 4e mandat. Monsieur Ouattara, croyez-moi, il a fait de bonnes choses. Mais un 4e mandat, avec son âge, avec tout ça, non. Excusez-moi, je ne veux pas être tellement méchant, mais il devient un peu comme un vieux gaga. Vous comprenez? Toujours en 2 avions. Il ne dirige plus réellement donc le pays. Lui-même, il a dit qu'après 75 ans, votre faculté ne vous permet plus de diriger un pays. Il a dit lui-même. Ce n'est pas Jacques Roger qui le dit, c'est M. Ouattara qui l'a dit lui-même. Donc, les gens ne veulent plus donc une succession dynastique ou bien quelque chose de fabriqué qu'on vient donc imposer. Ce que beaucoup ressentent aujourd'hui, sans toujours le dire, la peur donc d'un passage à témoin verrouillé, une succession organisée, une continuité imposée, un pouvoir transmis sans véritable choix. Non, les Ivoiriens ne veulent plus ça. Ils veulent décider. Ils veulent dire, tiens, Ouattara a 90 ans, mais malgré tout ça, je vais voter pour lui parce que pour nous, il représente tant, il représente ceci, il représente tant. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils sont mûrs. Ce sont les dirigeants qui ne sont pas mûrs, hein? Mais les Ivoiriens sont mûrs. Ils veulent une démocratie qui fonctionne. Nous votons pour vous. Si nous ne sommes pas d'accord, demain, nous ne votons pas pour vous, on vote pour une autre personne. Et c'est ce qu'ils veulent. Ça suffit, ces histoires donc d'écarter des candidats, mentir à la population et puis rester au pouvoir. Non, ils ne veulent plus ça. Un pays, donc, n'est pas un héritage familial. La démocratie ne se transmet pas, elle se conquiert. Quand le choix n'est pas verrouillé,
Le peuple finit toujours par forcer la serrure. C'est une question donc de temps. Les Ivoiriens sont patients. Mais attention, cher ami. Oui, la patience n'est pas donc une soumission. Oui, nous sommes patients. Mais cela ne veut pas dire que nous allons éternellement nous soumettre. Un peuple silencieux n'est jamais donc un peuple d'accord. Oui, il faudrait que les gens se trompent. Hein? Imaginez-vous quand vous êtes à la maison, chaque fois vous fatiguez votre femme, votre épouse, elle ne dit rien. Elle vous regarde, elle ne dit rien, elle ne dit rien, elle ne dit rien. Et vous pensez que vous contrôlez. Non, vous ne contrôlez pas parce que vous ne savez vraiment pas ce qui vous attend. Ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien, malgré les abus, que tout va bien. Vous comprenez? Vous-même, vous devez même avoir peur. Alors, dans ces situations, pourquoi, pour moi, Thiam incarne toujours l'alternative? C'est aussi simple. Voilà. Alors, pourquoi toujours Thiam? Pas parce qu'il est parfait, pas parce qu'il est sans défaut. Oui, il est humain. Mais parce qu'il représente une rupture crédible. Il faudrait que ça soit clair. Il représente une rupture crédible. Une autre manière donc de penser l'État. Une culture donc de résultats. Une expérience internationale. Une capacité donc à structurer, cher ami, et à moderniser. C'est clair. On ne demande pas donc à un sauveur. On cherche, si vous voulez, on ne demande pas forcément un sauveur ici, hein, mais on cherche une alternative. Le vrai courage politique, c'est donc d'oser essayer, cher ami, autre chose. Continuer pareil, en espérant donc un résultat différent, c'est refuser donc le réel. C'est ce que les gens appellent insanity, vous comprenez? Oui, on fait la même chose et on veut un résultat différent avec les mêmes personnes. It's definitely going to be difficult to get it done. Le moment donc de vérité, cher ami, est arrivé. Au fond, donc la vraie question est très simple ici. Veut-on donc continuer avec un système que l'on connaît, même s'il montre déjà ses limites? This is a question. Ou veut-on donc essayer une autre voie? Essayer une autre voie. Le plus grand risque aujourd'hui, ce n'est pas donc le changement, c'est donc l'immobilisme. L'histoire, cher ami, ne pardonne jamais au peuple qui refuse donc d'évoluer. Le futur, cher ami, ne se subit pas, il se décide. Et les Ivoiriens veulent décider donc le futur. Ils ne veulent pas être, on ne veut pas imposer un choix. On voit les photocopies pratiquement en train de marcher partout, les choix. Mais ça veut dire quoi tout ça? Alors, cher ami, j'avais fait un billet et puis j'ai reçu quelques critiques et, cher ami, et des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais tu es encore donc dans ce débat? C'est-à-dire que je voulais réellement connaître euh, M. Téné Brahima et Ouattara, cher ami. Alors, comme d'habitude, nous sommes allés sur Google pour essayer donc d'avoir des informations. Mais je fais Google d'abord, je ne vois rien donc de sérieux. Et ensuite, on ne me dit pas où il est né. Mais, mais on ne me dit pas où il est né. Ah, mais, mais c'est quand même extraordinaire. Je l'ai dit donc la dernière fois en faisant le truc de Tidi Amtiam. Quand vous avez tapé Tidi Amtiam, on vous dit réellement, M. Tidi Amtiam est né à Abidjan en tant. Mais pour Téné Brahima Ouattara, on ne nous dit pas où il est né. On nous dit qu'il est né dans le Grand Nord. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il y a quelque chose d'anormal là. Mais dans le Grand Nord, là, où? Alors, quand vous posez la question, on dit, ah oui, allez-y à l'université, l'affaire de l'université, vous allez avoir des informations. C'est quoi ça? Après tout, le gars veut être président. Mais s'il veut être président, on a besoin donc de savoir.
Il a été nommé, on n'a pas eu la possibilité, donc son frère pouvait nommer qui il veut. Mais là, il veut être président, là, on veut savoir qui il est. Alors qu'on ne vienne pas me parler donc d'ivoirité. Quand vous êtes allé chercher donc à savoir qui est Tidiam Thiam, où il est né, il a la nationalité française. Là, vous ne parlez pas d'ivoirité. Vous avez écarté Tidiam Thiam, pourquoi? Parce que selon vous, il avait eu la nationalité française. Ça, selon vous. Donc, vous l'avez écarté, non? Donc, pourquoi aujourd'hui, moi, je cherche à savoir qui est Téné Brahima Ouattara? Cela fait de moi un Ivoirité ou quelqu'un de haineux. Mais ça suffit comme ça. Le pays ne peut pas fonctionner comme ça. Ça veut dire qu'on a le droit de demander qui est Cheikh Tidiam Thiam. Mais moi, je n'ai pas le droit de demander qui est donc Téné Brahima Ouattara. Ça veut dire quoi, ça? Ah, on me dit, oh oui, oui, il ne me fait pas attention, c'est la police qui va venir te chercher, tirer en prison. Donc voilà un peu aujourd'hui ce qui se passe dans ce pays, la peur. Quand je vous ai dit les trois. Alors, donc, cher ami, hein, alors je pense que j'ai réussi un coup de fil là. Une minute là, alors une minute là, voilà. Je pense bien. Voilà, merci. Voilà, merci, voilà. Alors, comme je le disais, cher ami, on peut critiquer Thiam. On peut se poser la question de savoir où Thiam est né. Vous comprenez? Et ça, c'est normal. On peut l'exclure. Mais aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas poser la question de savoir où le candidat potentiel donc, du RHDP est né. It doesn't make any sense. Ce n'est pas une manière donc, de manquer de respect à qui que ce soit. Le monsieur va être il est pressenti, il est là même, nommé même vice-premier ministre, hein, ce qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'on a créé un poste sur mesure pour lui, pour être vice-premier ministre, un poste sur mesure. Oui, mais nous autres, on ne doit même pas chercher à savoir qui il est. Mais non, c'est pas normal tout ça. C'est pas normal. Chercher à savoir ne veut pas dire qu'on manque du respect, on manque le respect à qui que ce soit. Ah oui, mais seulement savoir qu'est-ce qu'il fait, qui il est. Donc, si vous voulez, si vous êtes donc devant votre ordinateur, hein, cherchez donc de taper. Hein. Allez-y sur Google et puis tentez Téné Brahima Ouattara. Voilà. Je ne sais pas si ici, là, même, on peut déjà même le faire. Alors, une petite minute, je vais voir si nous pouvons donc faire cet exercice ici. Voilà. Alors, je pense qu'on pourra tenter donc de faire donc l'exercice. Hein. Pour ceux qui sont déjà en ligne, alors ça va nous prendre quelques secondes pour arriver donc à cet exercice. Voilà. Voilà, l'exercice est là, cher ami. Alors, vous voyez ici, Téné Brahima Ouattara. Téné Brahima, voilà. Téné Brahima Ouattara, né le 12 février 1956. Point final. Il est donc un homme politique ivoirien, frère cadet de Michel Alassane Dramane Ouattara. Il est trésorier donc, du Rassemblement donc, des Zoufouettistes pour le développement et la paix RHTP, élu dans la région donc, du Tchologo, ministre des Affaires présidentielles et actuel vice-premier ministre et ministre donc, de la Défense dans le gouvernement du Premier ministre de Begré-Mambé. On parle de sa situation personnelle, voilà, sa situation personnelle et sa carrière professionnelle en quelques deux ou trois lignes. On nous dit ici, voilà, que déjà entre 1930 et 1900, il devient donc le directeur donc, de la société NSS en 2003. Il occupe ensuite le poste d'administrateur général de l'Institut national d'Afrique, IA. Voilà. Voilà un peu donc sa carrière politique. Alors, ce qui nous intéresse ici, ici c'est ça. C'est ça. Voilà. Il est né le 12 février 1956. C'est tout. On ne nous dit pas où il est né. Alors, dès l'instant qu'il commence à voir ce genre de choses, ça pose problème. Vous comprenez? Où il est né, on ne sait pas déjà. Alors, parce que quand vous allez voir, revenons ici, on va essayer donc de faire une différence avec le cas de Tidiam Thiam. Hein. Voilà, Tidiane. On va taper donc, voilà, Tidiane. Alors, une minute, là, je pense qu'on pourra rapidement, je pense. Voilà.
Voilà. Alors, on va voir donc la biographie donc, de Tidjane Thiam ici, hein, cher. Voilà, bon, Tidjane Thiam. On va essayer donc de faire donc, la différence avec pour... voilà. Voilà ce que nous suivons. Hein. Voilà pour Tidjane Thiam. Une minute. Alors, je pense que nous pouvons donc aller ici pour... alors, une minute. Voilà. Alors, vous suivez, cher ami, hein, pour le cas donc de Tidjane Thiam. Voilà, Tidjane Thiam. Vous voyez ici, il est un homme d'affaires, dirigeant d'entreprise, et il est né le 29 juillet 1962 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il est né à Abidjan, Côte d'Ivoire. Mais allons-y voir maintenant pour Ténébraïma Ouattara. Ténébraïma Ouattara, il est né le 12 février 1956. Il est un homme politique. On ne dit pas où il est né. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Alors, allons-y encore pour voir au moins la différence. Voilà pour Thiam. Il est né à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ténébraïma Ouattara. Il est né où on ne sait pas le 28, on nous dit le 12 février 1956. C'est fini. On ne sait pas où il est né. Alors, quand vous allez vous poser des questions, on va dire que vous êtes ivoiritaire. C'est quelle affaire d'ivoiritaire dans cette affaire-là? Mais si tu es assis dans ta maison, personne ne va. Où est Eugénie est là? Est-ce que je cherche à savoir qui est Eugénie, où elle est née? Mais le J, où Eugénie va vouloir être député, maire ou bien président quelque part, mais j'ai le droit de savoir qui est Eugénie. Donc en cherchant à savoir, cher ami, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'ivoirité là. Ça n'a rien à voir. Qu'on nous dise qui est ce monsieur. Le poste qu'il a occupé seulement depuis que son frère est président. Alors il va faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Alors il faudrait qu'on arrête. Et là, on veut nous imposer encore une succession dynastique. Alors, quand vous allez parler de ça, on dit, ah non, 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 vous êtes ivoiritaire. Non, 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 c'est pas une question d'ivoiritaire ici. Hein. Voilà, c'est pas une question donc d'ivoirité ici, cher ami. Hein. C'est une question donc de mieux comprendre l'homme. Et voilà, vous voyez même vous-même la différence là. Hein. Voilà, il est né donc en 1962 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Tenez, Brahima Ouattara. Il est né en 1956. C'est fini. C'est fini. Voilà, 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 voilà c'est cher ami. Voilà, voilà, je crois que comme le disaient les Américains, I rest my case. Voilà. Alors, donc, cher ami, c'était un peu le point que je voulais donc faire par rapport à ça. Alors, pourquoi, donc, vous n'avez parfaitement compris pourquoi, malgré tout, je supporte encore Cheikh Tidiane Thiam. Je vous ai expliqué un peu donc le pourquoi. Alors, on aura donc la possibilité donc de revenir pour une autre mission, donc une autre fois. Portez-vous bien et surtout, on essayera donc de faire une émission donc demain. Demain. Portez-vous bien. Ces derniers temps, nous faisons beaucoup plus d'émissions. C'est pourquoi les gens ne sont plus même informés. Nous faisons des émissions que nous postons, voilà, ces derniers temps. Mais les émissions live, nous allons essayer donc d'avoir quelques émissions live. Alors que portez-vous bien. Et, chers amis, rendez-vous donc pour une autre émission, donc une autre fois. Et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.